Bienvenue aux Actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, bilan des dossiers avec le maire des Éboulements et préfet de la MRC de Charlevoix, Pierre Tremblay. Un nouveau local pour les nouveaux arrivants voit le jour à Baie-Saint-Paul. Projet spécial et nouveauté au passeport attraction pour Tourisme Charlevoix. Une microbrasserie en 2023 pour l'entreprise Cidrerie et Verger Penneau. Louis Massicotte réagit à 2 études environnementales en faveur du Géolagon à Petite-Rivière-Saint-François. L'Alliance des syndicats des professeurs de cégep dépose ses demandes en vue de la prochaine convention collective. Et enfin, un projet de sensibilisation à la présence d'élèves près des traverses piétonnes. Bonne émission! Nous avons voulu connaître le développement de certains dossiers à la municipalité des Éboulements et à la MRC de Charlevoix. Nous avons rencontré le maire et préfet, Pierre Tremblay. Pierre Tremblay, bonjour. Bonjour, Elisabeth. D'abord, parlons un peu du côté municipal aux Éboulements. Donc, le développement de la municipalité, comment ça se développe à l'heure actuelle? Puis, qu'est-ce qui est prévu là, pour la prochaine année? En fait, on a quelques projets sur la table, comme on pourrait appeler. Disons qu'un des projets sur lesquels on travaille particulièrement, c'est le Sentier de la Rive. Alors, c'est la piste cyclable ou multifonctionnelle qu'on pourrait appeler, 4 saisons entre Baie-Saint-Paul et Saint-Joseph-la-Rive. Oui. Alors, c'est un dossier qui évolue. Il y a une étude de faisabilité et une étude de retombée économique qui est déjà en marche. Alors, on attend les résultats de ces études-là présentées. Cette piste multifonctionnelle-là a différents programmes pour avoir de l'aide de financement. Ensuite, on aurait l'infrastructure qu'on va ajouter au camp de manoir, agrandir le pavillon, un pavillon qui est déjà en place pour avoir la possibilité d'avoir un gymnase. Oui. Et puis en même temps, pour la municipalité et en même temps aussi pour le camp de manoir. Et finalement, à l'école Jean 23, on est en train de préparer une place publique, en fait, pour l'animation au cours de l'année. Alors, il y a déjà un comité qui est formé. On travaille avec le comité touristique pour mettre ça en marche. Il y a déjà eu un exemple qui a été démontré le 22 octobre. Il y a une bonne participation, effectivement, de la population aussi. Alors, c'est les sujets dans lesquels on se prépare actuellement. Et on avait également parlé au début de l'automne du centre villageois que vous vouliez un peu étendre. Oui. En fait, il y a... si on veut développer le cœur villageois, il faut demander une exclusion à CPTAQ parce qu'on est zone agricole à peu près sur le périmètre urbain actuel. Oui. Alors, principalement, c'est surtout dans le secteur de Rang-Sainte-Catherine qui conduit vers Saint-Hilarion. Mm-hmm. Alors, il y a déjà une partie qui c'est zoné blanc, mais peut-être qu'on aurait la possibilité de faire une exclusion supplémentaire. Alors, c'est un projet de longue haleine, mais c'est un projet sur lequel aussi, on envisage de continuer les pourparlers avec éventuellement les vendeurs aussi, les propriétaires de ces terrains-là pour arriver à être en mesure de possiblement avoir un genre de petit développement domiciliaire. Oui, c'est ça, parce qu'à l'heure actuelle, il y a déjà quelques propriétaires là, qui demeurent là. On voit pousser un peu les chalets ou les résidences. Donc, vous aimeriez développer ce secteur-là pour qu'il y ait éventuellement plus de maisons, de secteurs résidentiels, si je comprends bien? Effectivement, parce que, en fait, je comprends qu'on a 2 développements domiciliaires comme la Seigneurie puis le domaine Charlevoix, mais disons qu'on veut animer un peu plus le cœur villageois parce qu'actuellement, il y a déjà eu plusieurs maisons à vendre, mais actuellement, il n'y a plus de maisons à vendre dans le cœur du village. Exactement. Donc, à suivre à ce niveau-là. Parlons maintenant au préfet. Donc, au niveau de la MRC, là, il y a un déploiement du plan d'action en immigration 2023-2025 ou 2027, si je ne me trompe pas. Bien, qu'est-ce que ça représente là, dans Charlevoix? Bien, en fait, c'est surtout pour la rétention des nouveaux arrivants et aussi pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Oui. Alors, il y a différentes actions qui sont mises en place, dont une qui vient tout juste d'être annoncée, en fait, qui a eu lieu cette semaine, le local pour accueillir les nouveaux arrivants. Oui. C'est un local avec du personnel. Il y a quand même
Adèle Caroudi, excusez-moi, qui est notre agente pour l'accueil des nouveaux arrivants. Oui. Son bureau sera là. Et puis, en plus aussi, ben, c'est pour permettre de la formation, permettre des échanges avec les citoyens charlevoisiens. Et justement, cet agent de développement-là aussi vient tout juste d'être engagé depuis le mois de juillet. Alors, c'est des actions en cours d'année qu'on pourra mettre en pratique. Il y a des actions bien précises par rapport à ces nouveaux arrivants. Là. Quand on parle de nouveaux arrivants, que ce soit des gens qui viennent de Montréal ou d'un autre pays, là, oui. On ne caractérise pas encore immigrants ou on caractérise comme nouveaux arrivants. Et on travaille aussi avec le SANA, le service d'accueil de nouveaux arrivants aussi, qui travaille pour les deux MRC. Donc, dans le futur, là, il y aura donc des projets pour justement aider les locaux et les nouveaux arrivants à se parler puis à créer des rencontres. Effectivement, mais le plus important, c'est d'essayer qu'ils se sentent à l'aise ici, bien, si ce n'est que connaître nos écoles, le système scolaire, connaître le système de santé, connaître même qu'est-ce qu'on peut acheter à l'épicerie lorsqu'on vient d'un autre pays. Alors, c'est un peu dans ce sens-là pour que les nouveaux arrivants se sentent intégrés ou encore trouver des logements. Malheureusement, ce n'est pas évident pour l'instant, mais en tout cas, faciliter l'installation, qu'on pourrait dire, de ces gens-là qui arrivent ici dans Charlevoix. Tout à fait. Maintenant, M. Tremblay, la semaine prochaine, le 16 et le 17 novembre, il y aura une rencontre, donc une présentation plutôt par Boralex concernant le plan éolien dans Charlevoix. À la MRC, là, quelles sont vos recommandations? Bien, en fait, actuellement, on est juste sur la période de consultation. Alors, en fait, nous, déjà, au Conseil des maires, cette semaine, mercredi, on a eu la présentation qui va être présentée à la population en consultation. Alors, c'est beaucoup plus des études par rapport aux impacts environnementaux. Alors, c'est le début. Eux ont déposé un rapport au ministère de l'Environnement. Okay. Alors, ils veulent quand même un peu modéliser où est-ce que vont être situées les éoliennes. Mm-hmm. Il y a un projet quand même entre 60 et 80 éoliennes. En tout cas, on prétend qu'il y en aurait peut-être 86. Alors, sur le secteur, beaucoup plus à partir de Saint-Urbain et qui se rend jusqu'à peut-être Saint-Tite-des-Caps, en tout cas plus du côté nord de la 138, jusqu'au Massif aussi. Alors, il y a un secteur assez déterminé. Et bien, c'est pour présenter à la population comment on réagit avec ces nouveaux arrivants qu'on pourrait appeler aussi, parce que dans le paysage, les nouveaux arrivants dans le paysage, alors c'est un peu ce qu'on veut connaître, aussi les impacts sur la faune, les impacts sur les cours d'eau, les milieux humides, etc. On parlait un peu plus tôt, je pense, cette année, que ça pouvait toucher là, plus le secteur du séminaire, là, les terres du séminaire. Est-ce que c'est encore là ou ça risque d'être encore plus près là, des gens, finalement? Non, je pense que les plus proches éoliennes sont au moins à 5 km de la 138. On les verra pratiquement pas. Et c'est vraiment, ça reste encore... Il y a un secteur à Saint-Placide, dans la baie Saint-Paul, mais vraiment, d'après ce qu'on nous a présenté, il faut avoir une bonne vision pour être capable de les observer, même par temps clair. Alors, en tout cas, nous, au Conseil des maires, on était satisfaits, en tout cas, de la présentation. Maintenant, il reste à la population de s'exprimer là-dessus, comme vous dites, le 16 et le 17 novembre prochain. Absolument. Donc, on pourra en reparler un peu plus tard. Puis dites-moi, là, en terminant, au niveau du transport collectif dans Charlevoix, comment se présente la couverture régionale à l'heure actuelle? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que vous allez avoir des projets ou des recommandations là, pour la suite des choses? Bien, en fait, ça a commencé quand même en juillet. Alors, ça fait seulement quelques mois. Et il y a eu des ajustements déjà sur les parcours et tout. Alors, justement, on attend un rapport de la corporation dans les semaines à venir pour qu'on puisse juger vraiment de la réceptabilité de ce service-là au niveau de la population et aussi peut-être développer d'autres parcours. Alors, écoutez, c'est comme un projet pilote là, pour la première année. On s'est dit au Conseil des maires, même avec la MRC de Charlevoix-Est, que on va y aller progressivement, puis on pense qu'après 3 ans, on devrait atteindre un niveau d'utilisation très acceptable. Actuellement, je ne suis pas en mesure de vous donner des chiffres, mais on sait qu'il y a eu des modifications, puis il y aura encore des modifications de parcours à faire.
C'est ça. Puis également, il y a la publicité. Là, les gens doivent être au courant que ça existe. Puis, parce qu'avec le prix de l'essence qui joue au yo-yo une fois de temps en temps, bien, peut-être qu'éventuellement, il y a des gens qui n'auraient jamais pensé prendre le transport qui vont le prendre. Je pense que vous venez de soulever un point. On va mettre un genre de plan de communication parce que la majorité des gens ne connaissent pas encore suffisamment vraiment le transport collectif. Et c'est pas toujours évident aussi la réservation des billets, etc. Alors, on va travailler là-dessus. On en est bien conscient de cette petite faiblesse peut-être pour l'instant, mais on va le corriger en cours de l'année. Absolument. Monsieur Tremblay, merci beaucoup encore pour ce temps, puis à la prochaine. Merci. Au revoir. C'était Pierre Tremblay, le maire des Éboulements. Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, la MRC de Charlevoix a inauguré son nouveau local à Maisons-Mères dans le but d'encourager les rencontres entre les nouveaux arrivants et la population locale. Voici le reportage. Le plan d'action d'accueil, d'intégration et de pleine participation des nouveaux arrivants 2022-2025 de la MRC de Charlevoix a permis des consultations auprès des organismes, d'entreprises et d'immigrants. Et ce plan d'action a pour objectif le réseautage, l'intégration, l'accueil et la pleine participation des nouveaux arrivants. Et ce local se veut être un élément central dans ce plan d'action-là. Le nouveau local 2017, situé sous le Mousse Café à Maisons-Mères, permettra les rencontres et servira de lieu de formation pour la population locale et les nouveaux arrivants. Alors, lorsqu'on a préparé notre plan d'action, il y a eu des consultations qui ont été faites. Et puis, bien, ça a démontré l'intérêt d'avoir un local pour rapprocher les nouveaux arrivants et aussi pour créer du dynamisme ici dans le milieu. Lorsqu'une personne décide de s'installer dans un nouvel environnement comme la région de Charlevoix, il est souvent difficile de s'intégrer à prime abord. Il est donc nécessaire d'offrir des lieux de rencontre et des activités d'intégration selon le SANA. C'est hyper dur au début, pour tout le monde c'est dur. La première année c'est très dur parce qu'il y a beaucoup de travail, c'est dur de faire des rencontres, on est souvent un petit peu fatigué, donc on manque d'espace et d'endroits pour réseauter ou souvent la timidité fait ça. C'est pas évident de rencontrer directement les gens dans la rue comme ça. Ce lieu ça va être un lieu de rencontre vraiment. Il faut que tout le monde y prenne part, tout le monde fasse l'effort, que ce soit les Charlevoisiens, les nouveaux arrivants, les organismes. Et ça va bien se passer. On va passer un bel hiver et quelques années, j'espère que ça va être profitable. L'offre d'activités interculturelles devrait s'agrandir dans les prochaines années. Un arrivage plus important de personnes immigrantes est à prévoir pour pallier le manque de main-d'œuvre qui touche actuellement tout le Québec. Le taux d'immigration ne cesse d'augmenter, les besoins de la région continuent d'augmenter et différents employeurs, que ce soit le CIUS ou d'autres entreprises, même à petite échelle, des petits restaurants par exemple, continuent de rechercher et de trouver la main-d'œuvre à l'étranger. Plus de nouveaux arrivants, il va y en avoir de plus en plus. Donc il faut vraiment les intégrer et les intégrer rapidement. Avant, les gens restaient quelques années et partaient. Ils n'arrivaient pas à rester ici, il y a eu beaucoup d'exemples. Là maintenant, il faut vraiment que les gens restent, prennent leur place ici et vivent. Est-ce que les chefs d'entreprise et les politiciens profiteront de ces circonstances pour améliorer les conditions de travail? Seul l'avenir nous le dira. La Semaine québécoise des rencontres interculturelles 2022 dans Charlevoix se terminera au carrefour Paul-Médéric avec une foule d'activités. Tourisme Charlevoix lance un appel à projet spécial. Dans le cadre de l'entente de développement touristique et événementiel de Charlevoix, nous avons rencontré Michel Dion, le directeur général. Michel Dion, bonjour. Bonjour. Mais parlons d'abord d'un appel à projet spécial qui est sorti il y a quelques jours. En quoi ça consiste exactement? Bien, en fait, nous, on a souvent des fonds, soit pour l'événementiel avec notre entente de développement touristique événementiel ou pour les entreprises au niveau de l'entente de partenariat régional en tourisme. Oui.
Mais on s'est rendu compte que souvent, il y avait des types d'entreprises qui tombaient entre les cracks, si je peux dire. Ouais. Donc, on s'est dit, créons un appel à projet spécial qui vise, par exemple, à aider le secteur de la restauration, qui est souvent un secteur, je peux dire, oublié en tourisme. Le secteur du commerce de détail, mais surtout axé au niveau des arts, de la culture, de l'agro-tourisme, tous les volets des sentiers, des motoneiges. Puis aussi les gîtes, qui était un autre secteur qui ne rentrait pas dans les programmes qui nous sont confiés par le ministère du Tourisme. Donc, ça se veut un appel à projet relativement express qui se fait en 3 semaines, mais qui est vraiment la volonté de tendre la main à tous les autres joueurs de l'industrie touristique qui ne cadrent malheureusement pas, puis de dire, bien, chaque joueur est important, chaque maillon est important, donc c'est un peu ça. Parce que le délai, comme vous le dites, est très court. Ça a débuté le 3, je pense, novembre, puis ça se termine le 30 novembre. Exact. Pourquoi ce délai-là aussi court? Bien, tout d'abord, traditionnellement, les appels à projet, c'est de 3 semaines à 1 mois. Là. On voit que des fois, même si on donne 2 mois, il n'y a pas tant de différence nécessairement au niveau du nombre de dossiers déposés. Ça se passe toujours dans les 2 dernières semaines, généralement. C'était aussi qu'on avait des dispositions budgétaires jusqu'au 31 décembre. Fait que c'est certain que ça explique le délai qui est très, très, très raccourci. Mais aussi, c'est pas des immenses projets non plus qu'on s'attend à recevoir. C'est des projets qui doivent se terminer en dedans d'1 an. C'est des projets soit de transformation numérique ou encore d'accompagnement conseil. Ça peut être aussi du développement d'infrastructures aussi. Mais pour l'ensemble de ces raisons-là, ça faisait qu'on devait, le 30 novembre, c'était vraiment la date limite qui était possible. Bon, on s'attend de votre côté à ce que ce soit des projets qui sont déjà démarrés, là. Ce ne sera pas quelque chose qui est tout nouveau pour les entreprises? Ça peut être les deux. Ça peut être des projets que ça fait longtemps que les gens ont en tête, mais qui n'ont jamais eu le temps de coucher sur papier, si je peux dire. Puis ça peut être des projets qu'ils ont déjà en tête, déjà préparés, mais qui pourraient, par exemple, manquer du financement. Présentement, c'est une somme de 250 000 qu'on a mis de côté pour cet appel à projet-là. Mais dépendant du nombre de projets qu'on reçoit, bien, on pourrait être appelé peut-être à réviser ça à la hausse. Et qui est admissible là, pour cet appel à projet-là? Bien, ça peut être des entreprises privées, ça peut être des OBNL, ça peut même être des projets municipaux si on veut. Mais vraiment, les secteurs visés, c'est vraiment les sentiers de la motoneige, les gîtes, la restauration, puis le commerce de détail en art, culture, agro-tourisme. Tout à fait. Donc, jusqu'au 30 novembre, on le rappelle aux gens intéressés. Autre sujet, Michel Dion, c'est le retour des passeports attractions. Il y a une nouvelle offre. Qu'est-ce que ça comprend? Bien, en fait, la première des choses, c'est que au niveau des passeports attractions, la dernière fois, on avait fait une collection hivernale seulement. On avait essayé de faire une collection automnale, mais c'était compliqué parce que les entreprises ferment à des dates différentes. Donc là, on revient premièrement avec une offre qui est à l'année. Donc ça, c'est intéressant. Le deuxième aspect qui est intéressant, c'est qu'on augmente à 350 le montant maximum du passeport. Pourquoi ça, c'est intéressant pour le client? C'est qu'il y a possibilité d'avoir vraiment de meilleures offres, si je peux dire, parce que quand on combine plein d'affaires puis qu'on vient mettre 40 % de rabais, oui, ça coûte par exemple 350 ou 300, mais la valeur est immense. Donc ça, c'est sûr que c'est intéressant. Puis là où je suis très, très fier aussi, je parlais de la restauration tantôt, qui est souvent un enfant pauvre, si je peux dire, c'est qu'on a rajouté, dans le fond, les cartes cadeaux de la restauration, étant donné que le volet du tourisme gourmand est évidemment très important dans notre région. Donc, ça fait une offre qui est très complète. C'est une offre qu'on fait jusqu'au temps des fêtes. Donc, c'est vraiment une occasion de s'offrir Charlevoix pour les fêtes. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des passeports qui sont estivaux, il y a des passeports qui sont hivernaux. Donc, c'est vraiment l'occasion, dépendant des intérêts de chacun, de trouver son compte. Et pour les restaurants, là, vous l'avez mentionné, est-ce que c'est une demande qui venait de vos membres ou c'est vraiment au sein de Tourisme Charlevoix que vous avez fait, bon là, ça suffit, il faut les rajouter? Bien, c'est certain que les membres veulent toujours être inclus le plus possible dans les actions, mais c'est vraiment une réflexion qu'on a faite à l'interne de se dire, bien, ça fait partie de notre ADN. On a toujours dit, il y a la culture, la nature, les événements de divertissement, l'agro-tourisme. Bien, il faut que ça se retrouve aussi dans cette offre-là. Donc, c'était une belle façon pour nous de l'intégrer. Tout à fait. On parle d'un investissement qui totalise combien environ?
C'est près de 400 000 mais du 400 000, ça ne va pas seulement à financer, si je peux dire, les rabais, mais ça va aussi à tout le volet promotionnel de ces forfaits-là. Vraiment, notre objectif, c'était de stimuler la consommation dans les entreprises. Donc, c'est quelque chose qu'on avait fait en période COVID de relance, mais on se disait que c'était une belle dernière occasion, si je peux dire, là, de s'offrir Charlevoix sous le sapin. Tout à fait. Et en terminant, c'est quoi l'objectif avec cette nouvelle offre-là pour cette année? Bien, la nouvelle offre, c'est toujours de faire circuler les gens dans les attraits. C'est sûr qu'on a des produits qui sont forts, que les gens vont traditionnellement, mais c'est l'occasion aussi aux gens de faire découvrir d'autres choses. C'est aussi l'occasion de s'offrir, je dirais, peut-être des expériences qui sont plus dispendieuses normalement à l'intérieur d'un package, d'un forfait qui est plus abordable. Si on regarde de la location de motoneige, l'hélicoptère, du traîneau à chien, tout ça, des choses des fois qu'on ne penserait pas nécessairement, mais que là, ça vient dans une espèce de forfait qui est tout inclus. Puis je pense aussi, c'est d'accrocher les gens à un voyage dans Charlevoix, de dire « Ah, bien, j'ai quelque chose de réservé. » Puis des fois, bien, c'est l'été, c'est l'hiver qui va inciter peut-être plusieurs déplacements. Fait que c'est pas mal ça. Parce que c'est ça, on en parlait déjà un peu l'année passée. L'idée à Tourisme Charlevoix, c'est également que le tourisme continue l'hiver, que ce soit à l'année. Exactement. Puis ça, c'est une de nos grandes volontés, justement, c'est de dire, bien, on veut développer les autres saisons. C'est pour ça que, bien qu'il y ait des passeports qui sont estivaux, on a beaucoup insisté sur le fait d'en avoir également des hivernaux. Donc, voilà. Merci beaucoup, Michel Dion. À la prochaine. Merci à vous. Bonne journée. Un projet audacieux verra le jour cet été avec l'expansion des activités de l'entreprise familiale Cidrerie et Verger Pedneau. Un projet de microbrasserie fusionnera avec le salon de quilles de l'Île aux Coudres. Le concept prévoit non seulement l'ouverture d'une toute nouvelle microbrasserie, mais également l'intégration et le maintien de toutes les allées de quilles ainsi que l'espace multifonctionnel. Plus de détails suivront d'ici l'été 2023. Le promoteur Louis Massicotte, fondateur des villages Géo-Lagon, a rendu publiques les études préliminaires indépendantes réalisées par LCL Environnement, alors qu'il n'y a toujours pas de date prévue pour une consultation publique du côté de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François. Nous avons demandé à M. Massicotte des explications. Voici ce qu'il avait à nous dire. Louis Massicotte, bonjour. Bonjour, Mme Payan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Donc là, il y a 3 études qui sont rendues publiques depuis cette semaine. J'aimerais revenir sur les 2 études environnementales qui sont favorables là, à votre projet. Puis là, on parle, c'est selon LCL Environnement, si je ne me trompe pas. Exact. C'est un cabinet d'experts en environnement. Exact. Puis, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que ça signifie pour le projet Géo-Lagon-Charlevoix, mais également Géo-Lagon en général? Oui. Écoutez, c'est Géo-Lagon Incorporé qui a tout simplement rendu public 2 études qui sont liées aux 4 projets de village Géo-Lagon au Québec. Il y en a un qui est prévu dans les Laurentides, il y en a un qui est prévu dans l'Anaudière, en Estrie et dans Charlevoix. Donc, ces études-là, au fond, c'est des études préliminaires et l'objectif, c'était de pouvoir confirmer que notre plan d'affaires allait effectivement bel et bien pouvoir permettre d'affirmer et de réaliser un village carboneutre, 100% carboneutre, au jour 1 de l'ouverture. Alors, ce qu'on a demandé à ces experts, c'est d'analyser la totalité des informations scientifiques qui sont disponibles. Et ils arrivent à la conclusion, donc, qu'on va bel et bien être carboneutre et que ça va nécessiter une petite compensation d'à peu près peut-être 100 $ par semaine en plantation d'arbres. OK. Parce que l'énergie, l'ensemble du système d'énergie du Géo-Lagon, ce sont des énergies naturelles. On utilise l'énergie du soleil et de la terre, donc de la géothermie, qui est 0 CO2. On utilise l'énergie solaire, qui est 0 CO2. Le gros morceau, c'est un réservoir thermique, une énorme boule de chaleur au milieu du village qui est en dessous du lagon. Qui doit être bâti, construit. Exact. Et ce grand réservoir-là, il contiendra de l'eau très chaude à 70 Celsius. Et c'est cette boule de chaleur qui va permettre de climatiser et de chauffer chaque maison du village. Et ces maisons-là, en retour, puisque leur revêtement extérieur intègre des cellules photovoltaïques pour capter l'énergie solaire, donc ces maisons-là vont également contribuer à chauffer le réservoir thermique en dessous du lagon, chauffé par thermique et par photovoltaïque. Absolument. Là, on a eu une sortie de la réserve de la biosphère de Charlevoix suite
à la publication publique donc, de ces études-là. Oui. Puis elles ne semblent pas avoir été contactées là, lorsque ces études-là ont été finalement réalisées, là, si je peux dire. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Je sais que le fait de le mettre publiquement sur le site Géolagon, oui. c'est un fait, mais est-ce que la réserve de la biosphère avait été avertie que vous alliez le faire? Oui. Leur avez-vous parlé avant que ça arrive? Bien, en fait, là, nous, on transige avec la municipalité et la municipalité a eu la bonne idée d'engager un indépendant qui va faire un rapport ou une analyse. Puis nous, on a ouvert tous nos livres, on a donné toutes nos études. Et effectivement, la réserve a été avisée par courriel le matin même, en même temps que la municipalité. Et on a fait ça dans toutes les régions du Québec qui sont concernées. Et on leur a simplement dit qu'on avait le plaisir de rendre disponibles 2 études préliminaires concernant l'environnement, puis qu'on allait rendre publique aussi la fameuse étude qui a quand même généré une visibilité internationale incroyable quand on a révélé que cette étude existait, qu'elle confirmait donc qu'on allait avoir un système totalement autosuffisant en énergie autoproduite. Oui. Alors, on a simplement avisé tout le monde. Oui. Parce qu'on est toujours en attente de la consultation ou de la présentation du projet. De la séance d'information. De la séance d'information, exactement, aussi, à Petite-Rivière-Saint-François. Donc, on trouve peut-être ça un peu étrange que vos informations soient rendues publiques, que la réserve de la biosphère dise « Ah, bien attention, il manque encore peut-être des éléments à travailler et qu'il n'y ait toujours pas eu de présentation aux citoyens parce que je pense que beaucoup de gens ont des questions, positives ou négatives. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord, je suis très content de voir qu'il n'y a pas d'indifférence, que les gens ont de l'intérêt pour le projet, première chose. Deuxième chose, au mois de juin, lorsqu'on a annoncé l'investissement, on a choisi Petite-Rivière-Saint-François parmi 3 municipalités. On avait déjà beaucoup de préventes dans notre modèle. Et on a choisi Petite-Rivière en annonçant, écoutez, on annonce l'investissement, mais on va dévoiler les détails lorsque plusieurs études seront terminées. Oui. Et j'ai dit d'ailleurs qu'on allait les rendre publics graduellement au fur et à mesure qu'on les obtiendra. Donc, c'était déjà dit, c'était déjà prévu, là. Bien sûr. Et je ne le fais pas pour Charlevoix. Lorsqu'on dévoile des études, on le fait pour chacune des régions qui sont concernées. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et moi, je suis bien content d'être totalement transparent là-dedans. On a sur notre site Web une section qui s'appelle Zone citoyenne où les gens peuvent aller voir. Lire ces documents, d'ailleurs, ces études. Oui, parce que moi, je dis toujours la même chose. C'est hasardeux de critiquer un livre qu'on n'a pas lu. Et ce que je pense, moi, c'est que les gens qui vont s'informer, d'abord, ils peuvent s'informer, ils peuvent lire cette documentation. Et si jamais ils ont des questions et qu'ils souhaitent poser des questions par courriel, go, écrivez-nous. Ça va nous faire grand plaisir. D'ailleurs, on répond à des questions de toutes sortes. Puis je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens qui nous font des suggestions sur le plan environnemental pour bonifier encore plus ce projet. OK. Comme, pouvez-vous nous donner des exemples? Oui, entre autres sur le recyclage. Pour bien comprendre, là, c'est un village, chacun des villages Géolagon est un village autosuffisant en énergie autoproduite. C'est un modèle carboneutre. Il y aura Hydro-Québec qui est rendu, mais notre objectif, c'est de ne pas s'en servir. Okay. Et le seul élément qui peut générer un peu de CO2, c'est la biomasse. La biomasse, dans notre recette, on a un brevet qui a été déposé, c'est une portion qui représente à peu près 11 % de la recette globale. Okay. Et ça va être le premier village autosuffisant au monde en énergie de ce modèle-là, qui intègre un modèle collaboratif entre les maisons du village et la boule de chaleur centrale qui s'appelle un accumulateur de chaleur. D'ailleurs, ça commence à se parler de plus en plus, un peu partout dans le monde, ce genre de modèle-là. Nous, ce qu'on fait, c'est un village hôtelier, tout simplement, avec un bassin de baignade important qui, à mon avis, est un attrait touristique. À mon avis, c'est l'attrait aquatique, l'attraction aquatique du futur. Oui, c'est ça. 4 saisons sur 4, qui vient permettre à des destinations, donc, d'avoir des emplois et d'avoir une destination vraiment 4 saisons, dans un milieu isolé et fermé. On a choisi, dans le cas de Charlevoix, un terrain qui a besoin d'être revitalisé, qui intègre presque un demi-kilomètre d'un ancien tronçon asphalté de la vieille route 138, qui est déjà largement déboisé depuis plusieurs années. Et on a choisi, donc, ce terrain-là pour pouvoir mettre en retrait nos gens, nos vacanciers, qui sont de passage dans Charlevoix. Notre but, ce n'est pas de générer davantage de visiteurs dans Charlevoix, c'est plutôt soit de leur faire passer une nuit supplémentaire, soit de leur offrir donc un milieu qui est plus isolé pour leur permettre de vivre leurs vacances. Je ne suis pas très en faveur des Airbnb dans les quartiers résidentiels. En fait, je considère que c'est
une erreur, entre guillemets, une erreur correcte, parce que les gens ne pouvaient pas deviner que ça allait tourner comme ça tourne parfois. Oui, c'est ça. Là. Ça a pris un peu de... Alors voilà, c'est comme ça qu'on le fait partout dans les 4 régions, c'est comme ça qu'on le planifie. Là, je vais vous parler du Géolagon dans Charlevoix parce qu'on est dans Charlevoix. Bien sûr. Il y aura besoin d'énormément comment dire, d'infrastructures, de construction. Ça va bouger énormément. Là. Si le projet débute, il va y avoir beaucoup d'aménagements, finalement, à faire. On n'a qu'à penser au géolagon peut-être naturel là, qui existe déjà en Islande, où tout est déjà naturel, les sources sont naturelles. Ici, dans Charlevoix, c'est pas le cas. Est-ce que ça fait partie de vos réflexions d'essayer le moins possible de créer comment dire, de perturbations, finalement, pour la création de ce projet? Absolument, totalement. D'abord, je veux clarifier quelque chose. Oui. Le Blue Lagoon en Islande, c'est un bassin artificiel. C'est une piscine qui a été construite à côté d'une énorme usine de géothermie, une usine de géothermie profonde, qui est une usine polluante. Cette usine a un bassin de rejet et l'eau rejetée de cette usine sert à alimenter la piscine du Blue Lagoon. Alors, on ne parle pas, nous, de faire de la géothermie profonde. Évidemment, au Québec et partout où on pourra envisager dupliquer le modèle du Géolagon, on ne recherche pas des terres volcaniques. Ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on utilise l'énergie du soleil, qui est partout. On utilise l'énergie du sol avec de la géothermie de surface. C'est ce qu'on a discuté avec l'INRS qui a fait une étude. Et tous nos ingénieurs en énergie ont bien planifié et bien compris mon idée de créer un réservoir thermique, un accumulateur de chaleur au centre du village, donc au centre en dessous du lagon. Ce ne sont pas de très grosses infrastructures sur le plan de la largeur et de l'ampleur au niveau de la grandeur de terrain. Oui, c'est ça. Sur 11 millions de pieds carrés, sur le terrain qui est à revitaliser, on va avoir un village d'à peu près, prévu actuellement dans mes discussions, puis on est en train de finir d'analyser, ça va ressembler à 1,5 million. Okay. Et ça, ce serait 1,5 sur la totalité du village accompli. J'ai l'intention de le faire par phase. Okay. L'autre chose, c'est que ce modèle-là, vous allez le découvrir un peu plus tard. J'ai commencé à en parler un peu, mais on a une stratégie d'approvisionnement des eaux qui est absolument magique. Comme beaucoup de gens, j'imagine, moi, quand j'étais petit, j'ai toujours trouvé ça ridicule que l'eau de douche s'en aille dans les égouts avec l'eau brune partout. Là, ouais. Cette eau, elle est propre. Évidemment, lorsqu'on prend une douche, elle a besoin d'être renettoyée, mais on a l'intention, dans l'ensemble du village, de recycler cette eau à l'infini, de la renettoyer, et Dieu sait qu'on va avoir les systèmes de filtration parfaits pour ça. Oui. On a l'intention de ne pas prévoir de bain dans aucun des chalets. Ce ne sera que des douches à pression, donc à vapeur, avec un minimum d'eau utilisée. Et l'ensemble du système prévoit la captation des eaux de pluie. On pourra dévoiler tout ça bientôt parce qu'on a des études d'ingénieurs. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'en bout de ligne, le village va consommer, un chalet va consommer à peu près 5 % seulement pour l'eau potable, 5 % de ce qu'un chalet traditionnel consommerait. OK. Donc, alors, très à la minime, fin, c'est très minime comme consommation. Bien, c'est comme si on faisait un village de 300 chalets qui, au fond, serait un village équivalent à la consommation de 15 chalets. C'est un exemple. Ouais. Je vous dis des chiffres, mais ça ressemble beaucoup à ça. Il y a beaucoup d'études qui disent que l'eau potable, c'est 1 % de la totalité de l'eau qu'on utilise dans une journée. Il y en a d'autres qui vont dire 5 %. Okay. Moi, je clame 5 % pour l'instant. Absolument. Alors, l'accumulation des eaux de pluie, ça se fait comment? Ça va se faire par le biais de la plateforme du village. C'est pour ça que j'ai besoin que le village soit plutôt densifié, que toutes les maisons soient assez près du lagon, ouais, parce qu'il y a des échanges. En fait, c'est comme un seul bâtiment. Il y a le bâtiment central. Oui. Vous savez que le lagon est sur le toit d'un bâtiment. C'est un bâtiment qui s'insère entre deux collines. Il n'y a qu'une façade qui est visible, mais les deux autres façades du triangle, qui en passant est le symbole de la chaleur en chimie, c'est pour ça qu'on le fait en triangle. Ce triangle, il y a 2 étages en dessous. Un pour le service, l'accueil du village hôtelier. Bonjour, je viens m'inscrire parce que j'ai un chalet de réservé. Bonjour, j'aimerais ça me baigner. Tu passes à la billetterie, tu vas au vestiaire, tu passes aux douches, puis tu vas dans le lagon. Notre objectif, c'est que, puisqu'il y a de l'échange d'énergie, il y a des tunnels entre le principal pavillon avec le lagon. Il y a donc des tunnels qui viennent s'intégrer et rejoindre chaque chalet autour. Okay.
En créant cette plateforme-là, toute la pluie qui va tomber à ces endroits-là, on a l'intention de la récupérer, de la filtrer et de l'utiliser par la suite, justement, pour tout sauf l'eau potable. Et ce modèle-là était longuement réfléchi. On a beaucoup travaillé sur ça et ce n'est pas spécifique à Charlevoix, c'est partout. Non, c'est ça, on le voit. J'aimerais créer non seulement un modèle autosuffisant en énergie, mais on va créer un modèle presque autosuffisant en eau. Mis à part, bien sûr, l'eau potable. Tout à fait. En terminant, M. Mascotte, quelles sont les prochaines étapes? Êtes-vous satisfait de la vitesse à laquelle ça va à l'heure actuelle? Oui, absolument. Globalement, moi, je continue à croire, à espérer que le premier village va être dans Charlevoix. Okay. On va faire une annonce importante sur un nouvel endroit pour un village Géolagon au Québec. Je souhaite que ce soit dans Charlevoix, parce que c'est pas loin de chez moi, parce que j'adore cet endroit et parce que je crois que le secteur nature comme ici, un secteur aussi naturel que Charlevoix, est un lieu tout désigné pour faire la démonstration mondiale que c'est possible de créer un village totalement autosuffisant en énergie, un village du futur, où j'ai un aqueduc privé, où j'ai un système des eaux usées qui est privé, où on va finalement pouvoir démontrer qu'on est capable, dans un no man's land, qu'on va l'appeler, de créer un village qui respecte l'environnement. Alors ça, c'est pour moi, on a beaucoup avancé dans la question de toutes les études, puis on est prêt même à bientôt, très bientôt, déposer là, des premiers sketchs d'élévation. Vous avez vu, peut-être sur l'écran, là, vous avez vu le pré-design architectural. Oui, oui, oui. Je veux vous dire que quand on a dévoilé le pré-design architectural, quand on a dévoilé que l'étude d'ingénieur sur l'autosuffisance existait et qu'elle confirmait la capacité de le faire, ça a fait le tour du monde. Il y a eu presque 200 articles dans 20-25 langues, dans une vingtaine de pays. Allez dans la section médias de Géolagon, vous allez voir, il y en a dans toutes les langues. Au Japon, en Chine, en Grèce, ça a fait le tour du monde. Le design a été magique, oui, mais l'innovation sur le plan technologique, même l'American Society of Civil Engineers a fait un article, ils nous ont demandé l'étude, puis ils ont décidé de publier. Okay. Alors, il y a beaucoup d'innovation dans ça. Je sais que les gens, quand ils arrivent avec des nouveautés et des inventions, c'est pas la première fois que je dépose un brevet puis que je crée une technologie. Oui. Il y a toujours des questions. Et moi, je dis que le doute, c'est le meilleur ami de la science. Je ne me fie qu'à la science et seulement aux faits. Et je sais qu'on va le réussir maintenant, je le sais, parce qu'on a les études en main qui nous indiquent qu'on s'en va exactement dans la bonne direction. Et ce n'est pas nécessaire d'avoir des études finales immédiatement. Je crois que des études préliminaires très sérieuses avec les meilleurs experts du secteur, ça suffit déjà pour dire « Ah, oh oui, on s'en va vraiment dans la bonne direction. » Confirmer la direction. Et je suis déterminé à réaliser les villages Géolagon le plus vite possible. On a fait beaucoup d'études, beaucoup de sondages. 56 % de tous les Québécois disent qu'ils aimeraient louer un chalet pour venir vivre l'expérience. OK. Et je crois qu'on peut aussi en profiter dans Charlevoix, entre autres, pour développer un nouveau volet professionnel, de formation professionnelle dans la gestion des énergies. Parmi les emplois qu'on va créer, notamment à Petite-Rivière-Saint-François, il y aura des gens qui vont devoir s'occuper de gérer les énergies, à la fois le système solaire, la géothermie, et un apprentissage dans ça. Et j'aimerais bien faire une espèce de centre de formation pour les autres géolagons, que ça ait lieu ici. Dans Charlevoix. Oui. Mais, Louis Mascotte, merci beaucoup pour votre temps. C'est moi qui vous remercie. On continue à suivre ce dossier de près. C'est gentil, c'est très apprécié. Et lorsqu'aura lieu la séance d'information, j'aurai réponse probablement à une très, très grande partie des questions. Et sinon, bien, on aura les réponses rapidement pour tous les gens. C'est un projet passionnant qui est développé avec beaucoup de sérieux. Et je peux vous garantir que pour structurer le volet 4 saisons de Petite-Rivière-Saint-François, ça va générer, à mon avis, ça va devenir un vecteur puis un projet très structurant. Monsieur Mascotte, merci. À la prochaine. Merci. Du côté de la réserve de la biosphère de Charlevoix, il reste encore des éléments à préciser du côté du promoteur. Par voie de communiqué, on stipule bien que consciente que la population charlevoisienne soit en attente d'avoir davantage d'informations sur ce sujet, la réserve de la biosphère de Charlevoix considère essentiel qu'une information complète et précise lui soit présentée afin de se faire une idée éclairée sur la nature du projet et ses impacts réels sur notre milieu. Le promoteur sera invité à présenter son projet à la population lorsque la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François considérera avoir en main l'ensemble des informations requises et une analyse juste de ces informations.
Un dossier à suivre. Les professeurs de cégep seront en négociation dès 2023. L'Alliance des syndicats des professeurs a d'ailleurs déposé ses demandes un peu plus tôt ce mois-ci. Pour comprendre les enjeux, nous avons joint Philippe Poinlane, président du syndicat du personnel enseignant du Centre d'études collégiales en Charlevoix. Voici l'entrevue. Philippe Poinlane, bonjour. Bonjour, madame. Merci de prendre le temps avec nous. J'aimerais savoir, en commençant, quels sont les enjeux des professeurs de cégep? Bien, pour la négociation de la convention collective là, qui va être échue là, en 23, oui. Les principaux enjeux qui ont été ciblés, là, c'est la précarité, la tâche des enseignants, l'enseignement à la distance et le salaire. Donc, quand même, de gros enjeux, là. C'est pas rien, là. Non, c'est des gros enjeux. Si je peux me permettre de développer un peu plus sur la précarité, bien, il y a 40 des enseignants de collège qui sont précaires. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont aucune assurance de pouvoir travailler à la prochaine session ou d'avoir même un emploi dans un cégep. Oui. C'est que ça, c'est une réalité qui est importante. Ensuite, bien, on comprend aussi que l'enseignement à distance, on a eu ça pendant la pandémie. On n'avait pas le choix, c'était correct, mais ça se développe présentement. Ça pose des problèmes, entre autres pour les cégeps en région, parce qu'évidemment, si on n'est pas capable d'offrir une offre collégiale intéressante pour les Charlevoisiens, bien, la problématique, c'est qu'à ce moment-là, les étudiants vont étudier ailleurs et ils vont faire un enseignement à distance qui n'est pas nécessairement idéal pour eux. Puis aussi, on a des demandes importantes là, considérant le salaire. Et selon vous, êtes-vous entendu par le gouvernement actuel? Pour le moment, on a déposé nos demandes de négociation. Oui. On a eu une écoute favorable, je dirais, mais évidemment, on comprend que c'est le début du processus. On va voir là, à l'usage si ça va être facile ou difficile. Là. Et là, vous avez nommé les régions parce que vous êtes président du personnel enseignant du Centre d'études collégiales dans Charlevoix. Est-ce que vous pensez que dans les régions, l'avenir est prometteur ou bien l'avenir est plutôt précaire là, pour les cégeps et centres d'études collégiales? Bien, écoutez, la situation des cégeps de région est différente là, de la situation des cégeps là, de ville là, pour plusieurs raisons. La première raison, là, je dirais, c'est la décroissance démographique ou en tout cas le peu de croissance démographique là, des cégeps de région. On sait que dans Charlevoix, il n'y a pas d'augmentation de la population depuis 10 ans. Par contre, il y a une augmentation de l'âge médian de la population charlevoisienne. Bien, l'impact, c'est quoi? C'est qu'il y a moins de jeunes qui peuvent accéder à l'enseignement supérieur. Puis évidemment, bien, s'il y a moins de jeunes qui peuvent y accéder, automatiquement, ces cégeps-là, ben, qui sont souvent la seule place où on peut étudier dans l'enseignement supérieur dans la région, ben, ils sont menacés. Ils sont menacés pour quelle raison? Ben, c'est que les cégeps sont financés par nombre d'étudiants. Évidemment, s'il n'y a pas beaucoup d'étudiants, ben, ils ont peu de financement. Puis à ce moment-là, c'est difficile pour eux d'offrir une carte des programmes qui est intéressante. On sait que le cégep en Charlevoix, il y a 5 programmes plus un cheminement tremplin deck. Mais ça fait en sorte que les étudiants de Charlevoix peuvent venir dans ces programmes-là. Puis ben, donc, la carte des programmes, c'est une chose qui est vraiment importante pour garder les jeunes en région le plus longtemps possible. Puis pour après ça, qu'ils puissent revenir dans la région s'ils vont faire des études universitaires ou qu'ils puissent travailler là, en Charlevoix, par exemple, comme infirmière ou technicienne en éducation spécialisée, pour lequel il y a vraiment des besoins importants. Donc, l'Alliance des professeurs du Québec a déposé les demandes au gouvernement. Quelles sont leurs attentes pour la prochaine convention collective? Vous en avez nommé quelques-uns, mais est-ce qu'il y a vraiment des sujets là, qui doivent absolument être réglés, sans quoi ça pourrait être très grave là, pour la suite des cégeps? Bien, écoutez, je vous dirais que tous les professeurs de cégep là, se sont regroupés dans une alliance, là, une même alliance, c'est qu'on comprend que là, on va négocier, on fait le même travail là, de toute façon, c'est qu'on va négocier de façon conjointe avec le gouvernement, mais on rappelle aussi qu'on est en front commun avec les grandes centrales syndicales, c'est qu'il y a une partie salariale qui va être négociée avec le Front commun, qui représente environ 500 000 travailleurs du public et du parapublic. Pour nous, les professeurs de cégep, plus spécifiquement, on comprend qu'on a des enjeux là, de cégep, pas juste salarial, mais des enjeux de cégep. On en a parlé tout à l'heure, la précarité, c'est une chose qui est importante. On sait aussi qu'il y a un alourdissement de la tâche. Si on demande de plus en plus de choses aux enseignants, de plus en plus de demandes administratives, de reddition de comptes, et bien, c'est tout du temps qu'on n'a pas pour consacrer à nos étudiants. Si on aime enseigner, c'est parce qu'on aime avec les jeunes ou les jeunes adultes qui reviennent aux études. Et donc, pour nous, bien, du temps en classe, du temps avec nos étudiants, c'est du temps de qualité pour l'enseignement. C'est pas du temps c'est du temps qui est bien utilisé, tandis que du temps pour faire des papiers administratifs, bien, ça aide peu les étudiants. Là. Donc, à suivre, la convention collective sera échue en mars 2023. La convention collective va être échue le 1er avril 2023.
Nous, on a déjà déposé notre cahier de demande au gouvernement. Oui. Ils vont nous répondre par la suite. Et là, c'est vu que c'est régi par les lois du Québec, là, les négociations avec les employés de l'État, bien, à ce moment-là, lors de la fin de la convention collective, là, elle va demeurer active, là, puis on verra à ce moment-là qu'est-ce qui va se produire avec le gouvernement. C'est sûr que nous, on veut une bonne convention collective, on veut négocier avec le gouvernement, on veut négocier de bonne foi. On espère que ça va bien se passer. Oui, exactement, que de leur côté également, il y aura bonne foi. Monsieur Philippe Poinlane, merci beaucoup, puis bonne chance. Ça fait plaisir, madame. Bonne journée. Dans le cadre d'un projet artistique visant à sensibiliser les citoyens à la présence des élèves aux abords des traverses piétonnes, les élèves du 3e cycle de l'école Rodolphe Forget ont participé à un atelier médiatique. Nous vous présentons le message des élèves de la classe de Kathleen Villeneuve, réalisé à TVCO. Bienvenue aux actualités TVCO. Oyez, gens de Charlevoix, nous vous présentons le projet M'as-tu vu? 4 groupes scolaires ont participé à la création d'une œuvre qui vise la sécurité piétonne. Nous avons rencontré l'artiste Josiane Lantier et l'agent du développement de la MRC de Charlevoix, Annie Vaillancourt. Voici le reportage. Les rues, je les trouve tellement étroites, puis comme même 40, des fois, j'ai l'impression que c'est trop. Fait que là, j'essaie de trouver des solutions à ma manière de comment les faire ralentir. Fait que quand la MRC, ils m'ont appelé pour me proposer ce projet-là, c'est en plein dans mes cordes de mes convictions de citoyenne. Là. La campagne M'as-tu vu, initiée par la Fédération des transporteurs par autobus, a fait réagir les 2 MRC de Charlevoix il y a 2 ans et leur a inspiré le projet artistique de création collective avec les écoles de Charlevoix. En fait, dès le départ, je dirais qu'il y a 2 MRC qui participent au projet, ainsi que le Centre de services scolaires de Charlevoix. Donc, c'est un projet qu'on a réfléchi déjà depuis 2 ans, dans le cadre des ententes de développement culturel qui sont convenues avec le ministère de la Culture et des Communications, qu'on avait vraiment à souhait, étant donné que Catherine Gagnon et moi travaillons dans le domaine des arts et de la culture, d'apporter un côté ludique et artistique, un message de prévention à l'égard des automobilistes par rapport aux jeunes donc, qui traversent ces fameuses traverses piétonnes. L'artiste Josiane Lantier a voulu participer au projet dès le départ, elle qui s'implique déjà dans sa communauté. Ça me tient quand même à cœur. J'habite sur Saint-Jean-Baptiste, puis les gens roulent excessivement vite. Puis là, j'avais fait une police en bois pour les faire ralentir. Puis là, il y a eu une saga autour de ça. Il s'est fait vandaliser. Ça a été dans le Charlevoisien. Il a été retrouvé. On l'a réparé. Malgré les efforts de l'artiste et des municipalités, il reste encore du travail à faire en ce qui a trait au respect des limites de vitesse et des traverses piétonnes. On a envie que nos jeunes, la population en général, mais comme ce projet-là vise particulièrement les jeunes, on veut les encourager à circuler à pied, en vélo, avec les planches à roulettes, etc. Donc, on est aussi un territoire touristique, donc beaucoup de passages en voiture dans des endroits stratégiques et souvent les écoles sont dans ces endroits stratégiques-là, cœur de village, etc. Donc, on avait vraiment à cœur que les automobilistes soient plus attentifs à la présence des jeunes aux abords des traverses piétonnes. Et comme on est dans le domaine des arts et de la culture, on s'est dit quoi de plus chouette ou probablement même d'efficace que d'utiliser un message ludique. J'espère qu'il va y avoir une conscience sociale de comme tous les citoyens de faire « ouais, mais c'est vrai que ça roule vite puis que les rues sont étroites. Il faut que ça se range, il faut que ça se calme puis il faut que les gens ralentissent. Fait que s'il faut trouver pas des embûches, là, mais comme trouver des alternatives de comment... chouette des dos d'or. La sensibilisation envers les automobilistes est importante pour les élèves du 2e cycle qui ont participé à la création de l'œuvre collective. Bien, pour moi, les traverses routières sont très importantes parce qu'elles nous indiquent où on peut traverser en sécurité et les voitures vont arrêter pour laisser passer les piétons. La sécurité, pour vrai, c'est important. Il faut prendre notre temps de regarder chaque côté. Le projet artistique réunissait les élèves des écoles de Marie-Reine, Léonce Boivin, ainsi que celles de Notre-Dame du Bon-Conseil et de Marie-Victorin. Afin de marquer le coup, l'œuvre sera reproduite en 2000 exemplaires sur un autocollant. Pour que ce message-là voyage davantage, on va reproduire chacune de ces toiles-là sur un autocollant de format relativement petit, mais très visible, d'autant que les œuvres sont hyper colorées. Cet autocollant-là, on le dédie
en fait, à une position derrière un téléphone cellulaire. Mais bien sûr, les gens vont pouvoir la poser sur leur agenda, sur un cahier, comme ils le veulent. Mais on s'est dit que on a tous un téléphone cellulaire à la main, donc si notre message se retrouve sur un petit outil comme ça, on risque de le voir passer partout. Donc prochainement, les œuvres vont être et le message va être diffusé à travers ces autocollants-là. La distribution se fera par les écoles participantes et verra le jour dans les prochaines semaines. C'est tout pour ce bulletin. J'espère que ça vous a plu. Au nom de toute l'équipe, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.